par nos différents réseaux et on pourra en discuter par la suite. Je vais vous parler maintenant de l'agenda du jour. On va d'abord parler d'environnement. Vous allez voir, c'est une grande nouveauté dans SketchUp. On va parler de matériaux PBR. Et là aussi, c'est là, pour moi, grande nouveauté de SketchUp. On va parler de l'IA et de la création de matériaux. Vous allez voir que l'IA pointe un bout de son nez dans SketchUp et c'est plutôt réussi. On parlera de Trimble Connect, de purger à la sauvegarde, petite option bien sympa, d'appliquer des étiquettes aux scènes. On va voir ce que sont les étiquettes. C'est une nouveauté aussi de SketchUp 2025. On parlera d'améliorations diverses et puis bon, on finira par une petite démo. Alors, environnement. Mais il y a une nouvelle palette qui vient enrichir SketchUp, la palette environnement, environnement au pluriel. L'année dernière, il y avait eu l'introduction de l'occlusion ambiante. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'occlusion ambiante, c'était ces petites ombres de ce qu'on appelle les ombres de contact qu'on pouvait activer dans les vues, qui venaient donner un peu plus de réalisme à nos vues. Ben maintenant, il est possible d'ajouter une image HDRI en fond. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que du HDRI, le HDRI, c'est un format d'image qui veut dire High Definition. Je bloque, je crois que c'est High Definition. Non, je bloque, je sais plus. Range Image, mais j'ai un doute sur le D. Bref, c'est une image haute résolution qui est au format, je dirais, un petit peu comme un panorama à 360 degrés et qui va non seulement apporter un fond à notre image, mais surtout va amener une ambiance lumineuse. C'est-à-dire que on va pouvoir demander à ce que l'image HDRI produise de la lumière. On va d'ailleurs pouvoir lui demander à ce que le soleil de l'image HDRI prenne le relais sur la lumière de notre scène. Et on va voir que du coup, les ombres seront recalculées en fonction de cet environnement. Et ça change énormément de choses. Pour exemple, voici une image avec un style, j'allais dire vieux comme le monde, en tout cas vieux comme SketchUp, un style ombré avec texture. Et voilà exactement la même chose avec du HDRI. À aucun moment je n'ai touché la lumière, j'ai juste demandé à ce que ça soit la lumière du HDRI qui prenne le relais. Et puis ça vient jouer sur ma scène, sur l'ambiance lumineuse de ma scène et sur mes matériaux. Sur mes matériaux PBR. Alors, ça, c'est la grande nouveauté de SketchUp. Les matériaux PBR pour Physically Based Rendering, euh, ce sont en fait des matériaux qui vont amener une apparence réelle. En deux mots, avant, quand on mettait un matériau dans SketchUp, c'était juste un aplat d'images pour dire bah, là c'est de la brique, là c'est du béton, et ça s'arrêtait là. Pour les gens qui ont un tout petit peu de connaissances en imagerie 3D, on se contentait de mettre l'image de diffus. Le PBR, ça va ramener, alors non pas du photoréalisme, hein, c'est ce que je mets dans la petite explication, non pas du photoréalisme, il n'y a pas de rendu final dans SketchUp, c'est juste une image à un instant T, mais on a la possibilité de contrôler des paramètres tels que rugosité, métallicité ou le relief des surfaces, ce qui était jusqu'à maintenant impossible. Donc on va retrouver dans la palette de styles, là où on pouvait dire avant, je veux être en filaire, en ombré texturé, en ligne cachée, etc. Bon, on a une nouvelle fonction qui s'appelle matériaux photoréalistes pour l'affichage. Je suis pas trop fan du terme photoréaliste, mais on va s'approcher effectivement de quelque chose de plus réel. La palette matière, elle se modifie un petit peu. On va retrouver quelque chose d'un petit peu plus habituel dans les logiciels d'imagerie 3D. Je pense notamment à cette visualisation avec ce cube, comme ceci. On a toujours la possibilité, telle que vous le voyez sur cette capture d'écran,
de choisir une couleur pour l'affichage ombré, de choisir un format d'image JPEG ou PNG pour la texture, de changer sa dimension. Mais surtout, on va avoir cette partie dans laquelle on va retrouver la possibilité de dire mon matériau a un aspect métallique. On va pouvoir gérer son taux de rugosité. Alors, le taux de rugosité, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Ben, c'est simplement le fait d'être un matériau lisse ou un matériau avec des aspérités. Et qu'est-ce que ça va changer? Ben, ça va simplement changer le fait que l'accroche de la lumière sur le matériau va être différente suivant si le matériau est lisse ou au contraire rugueux. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On va pouvoir également lui appliquer une image de normal, ce qu'on appelle les normal maps. Euh, En imagerie 3D, quand on crée une texture ou un matériau dans les logiciels un tout petit peu plus évolués que SketchUp, ou en tout cas SketchUp 2024, bah, on avait cette fameuse image de diffus, puis après on avait des images en plus, justement, qui venaient gérer par des niveaux de gris ou par des images en noir et blanc euh, certains aspects de la matière. Donc il y avait cette fameuse rugosité, puis il y avait le relief, qu'on appelle aussi bump en anglais. Vous avez peut-être déjà vu ça quelque part. Et par ces niveaux de gris, on va faire croire à des creux ou au contraire à des parties plates dans le matériau. Les normal maps, c'est un cran au-dessus. C'est-à-dire que là, il n'est plus question d'avoir des images en niveau de gris avec on fait croire que à cet endroit-là, c'est creux ou c'est pas creux, mais on va avoir des images qui seront colorées, qui vont avoir des couleurs qui tirent, vous verrez, sur le rose, le violet, le vert, etc. Et en fait, chacune des couleurs représente l'orientation d'une face. Et là, ça va tout changer parce que vous allez voir que grâce à cette type de carte de relief, on va pouvoir, en modifiant la lumière et la position de la lumière, avoir la texture qui bouge en même temps. On va voir vraiment les ombres bouger autour de cette texture. Je me permettrai de vous montrer tout ça dans la démo à la fin. Et puis de la même manière, on va pouvoir avoir la possibilité de gérer l'occlusion ambiante du matériau. Alors, vous me dites tout ça, je vais vous dire certainement, bah, c'est bien gentil, c'est du blabla, on veut voir du résultat. Bah, le résultat, il est là. Là, on va avoir à gauche le style ombré avec texture, ce qu'on avait jusqu'à maintenant avec SketchUp. Et vous voyez, un aplat, hein, on voit de l'herbe, des pavés. Et puis tout ça, c'est plat. Et puis à côté, on a le matériau photoréaliste. Alors, encore une fois, c'est le nom qu'ils ont donné, hein, matériaux photoréalistes pour l'affichage. Mais en tout cas, on retrouve bien les creux, les bosses, on retrouve bien le côté un petit peu lisse du pavé mouillé, par exemple. Enfin bref, on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Idem dans cet exemple. On a à gauche un fauteuil. Alors, on se doute que c'est du carrelage au sol. Mais on se doute que c'est du carrelage parce que bon, bah, on voit qu'il y a a priori des joints, mais on n'en sait pas plus. Le matériau du fauteuil, bon, on n'a aucune idée de ce que c'est. Est-ce que c'est du sky? Est-ce que c'est du cuir? Est-ce que c'est un tissu? On voit pas trop bien. Est-ce que le pied du fauteuil, c'est du bois peint en noir? Est-ce que c'est un métal? On n'en a aucune idée. Par contre, dans la photo de droite, bah, on voit que l'aspect lisse du cuir et le type j'allais dire de réflexion, en tout cas la rugosité, encore une fois, du matériau, fait qu'on voit bien que là, il y a de fortes chances que ça soit du cuir. Le sol, on voit bien cette fois-ci que c'est un carrelage, on ressent même le grain du carrelage, on voit bien le joint du carrelage, et puis par la petite réflexion qu'on va retrouver par ici au niveau du pied, on se doute bien que c'est du métal. Et puis alors sur cet exemple-là, bah là je pense que c'est criant, hein, il n'y a pas besoin d'un grand discours. On voit bien le platelage bois et tout son relief, hein, on le ressent bien. Et puis ben, l'échelle de la piscine métallique,
je pense que j'ai pas besoin de faire un plus long discours. Donc voilà, pour moi, les matériaux PBR, c'est la grande évolution de SketchUp et ça va nous sortir vraiment des visuels qui vont déchirer. J'osais pas le dire, mais je vais le dire quand même. Alors, je vais rester dans le thème des matériaux avec l'IA, qui va nous permettre de créer automatiquement des matériaux PBR, donc qui vont intégrer hein, les reliefs, la rugosité et les autres propriétés. Et cela même à partir d'une image de base non répétitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bah, à la base, voilà, je vais vous montrer un exemple concret. J'ai pris une image téléchargée sur le site d'un vendeur de matériaux quelconque. On voit que c'est une image qui n'est pas bouclée, comme on dit, qui n'est pas seamless. En clair, c'est une image qui n'est pas faite pour se répéter. Et on le voit bien, hein, je l'ai placée en tant que texture sur mon mur, là, et c'est une catastrophe. Mais dans la palette matière, il y a ici un petit bouton, vous voyez, que j'ai entouré de rouge, qui va me permettre de déclencher la, euh, la génération d'un matériau PBR par l'IA. Et voilà ce que ça va me donner. Il a été capable de retrouver la manière dont ça doit s'articuler, et il m'a ramené tout ce que le matériau PBR peut m'apporter. Le relief, la rugosité, la métallicité. Vous voyez, j'ai fait un zoom, on ressent bien le carreau, on ressent bien la céramique. Alors, c'est un outil complètement en développement. Il ne marche pas encore à 100%. Il y a des moments où c'est un peu compliqué pour lui. Pour tout vous dire, j'ai fait des tests encore hier avec des plaques d'ardoise rectangulaires qui venaient se répéter en quinconce. Il n'a pas su faire. Lui, il m'en a fait des plaques carrées. Bon, j'étais un petit peu déçu, mais je me suis dit, bah, il faut que l'IA apprenne, hein. Et donc, bah, j'ai pas, enfin, je ne désespère pas que dans les futures mises à jour, ça soit mis à jour, justement, et que ça marche bien. En tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal pour un début. Trimble Connect. Alors, Trimble Connect, qu'est-ce que je peux dire de Trimble Connect? J'ai envie de dire pas grand-chose et plein de choses en même temps. Trimble Connect est totalement intégré dans SketchUp 2025. Il ne s'agit plus d'un plugin. Alors, il y en a certainement certains d'entre vous qui ont déjà utilisé Trimble Connect et qui doivent se dire, mais déjà l'année dernière, c'était pas un plugin. C'est vrai, c'était pas un plugin. Ce qui a changé dans la version 2025, c'est qu'il est complètement implémenté de base dans Revit 2025 et que ils ont vraiment été reprendre tout le moteur, hein, donc tout ce qui est sous le capot qu'on voit pas nous. Mais là, c'est vraiment purement et simplement du SketchUp. Il n'y a plus de traces entre guillemets de plugin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Trimble Connect? Ben, on peut ouvrir un fichier depuis Trimble Connect, ce qui veut donc dire qu'on peut enregistrer un fichier sur Trimble Connect ou enregistrer une copie, on peut importer des éléments de Trimble Connect, on peut partager un lien sur Trimble Connect, etc. Bref. Mais, pour rappel, qu'est-ce que c'est Trimble Connect? Ça offre la possibilité d'ouvrir et d'enregistrer des fichiers directement dans le cloud. Donc ça, c'est très très bien. Rappelez-vous qu'avec vos différents packs de SketchUp, que ce soit les packs GoPro ou Studio, vous avez la possibilité d'aller sur SketchUp Web. Donc, vous pouvez ouvrir un fichier SketchUp depuis n'importe quel ordinateur et de le retravailler via une interface web. Donc, ça peut être plutôt pas mal d'avoir le fichier dans le cloud qu'on peut ouvrir avec cette interface. Il est inclus dans tous les packs SketchUp, que ce soit Go, Pro, Studio. Vous pouvez, enfin, vous retrouverez, vous aurez un accès à Trimble Connect. Vous pouvez, alors, j'avais un tout petit doute sur la version Go
qui n'a peut-être pas tout en illimité. Je crois que c'est limité à 5 projets sur la version Go. Mais en tout cas, en pro et en studio, c'est nombre de projets illimité, nombre d'invités au projet illimité, nombre d'octets. Si je peux parler d'octets, on parlera plutôt de giga, voire de téraoctets, pourquoi pas, illimité. Pour rappel, ou pour info, suivant si vous connaissiez ou pas, quand vous faites un enregistrement de votre fichier sur Trimble Connect, à chaque enregistrement, il va enregistrer une nouvelle version de votre fichier. En fait, vous allez avoir un historique de votre fichier, vous allez avoir un versionning, comme on dit. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous allez pouvoir revenir 10 versions, 15 versions, 50 versions en arrière. Donc ça, c'est quand même très, très important. Il prend en charge de nombreux formats de fichiers, qu'ils soient bureautiques, 2D ou 3D. Il faut le savoir, Trimble Connect, c'est pas juste un endroit de stockage, c'est une visionneuse. On peut demander à visionner des fichiers. Je peux très bien gérer mon projet avec mes pièces écrites, donc toutes les pièces bureautiques, mais aussi bien des fichiers DWG, hein, donc en 2D, ou des fichiers 3D provenant d'autres milieux que SketchUp. Ça peut être de l'IFC, ça peut être du Revit, ça peut être de l'Archicad, par exemple. Et je vais pouvoir les visionner directement dans Trimble Connect. Et je vais pouvoir également les assembler et détecter les collisions. Donc la détection de clash dans Trimble Connect, il me suffit d'ouvrir un projet dans lequel j'ai plusieurs fichiers qui viennent s'imbriquer, je les affiche, je demande une détection des collisions et je la retrouve dans Trimble Connect. Et enfin, il permet également de recharger ou de remplacer un élément directement depuis une bibliothèque d'objets hébergée sur Trimble Connect. En 2 mots, c'est quelque chose que je savais faire depuis longtemps dans SketchUp. Clic droit sur un objet, remplacer par, et je peux le remplacer par un autre objet de ma bibliothèque. Et bien ma bibliothèque, elle peut être euh, située, localisée sur Trimble Connect, je peux le remplacer. Donc c'est plutôt pas mal. C'est même vachement bien. Alors, purger à la sauvegarde, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bah, SketchUp, n'oublie jamais rien, c'est même un piège, hein, c'est sa force et un piège en même temps. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez ajouter quelque chose dans SketchUp, que ce soit un composant, que ce soit un environnement. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé, je suis allé un petit peu vite sur les environnements, mais ces fameuses images HDRI dans SketchUp, vous verrez, il y en a un certain nombre qui sont comprises dans le pack. Il y en a quelques-unes que vous retrouvez sur 3D Warehouse. Mais vous aurez aussi la possibilité simplement d'en télécharger sur certains sites et de les amener. Et ces images HDRI, elles peuvent avoir des définitions plus ou moins précises. Vous l'aurez compris, l'image, elle peut être plus ou moins lourde. Moi, j'ai trouvé des images qui existent d'une résolution très minime, 1 méga, jusqu'à la même image qui fait pratiquement 500 mégas. Quand vous mettez un environnement de 500 mégas dans votre fichier SketchUp, ça veut dire que votre fichier SketchUp, il prend 500 mégas de poids. Et ça, il y a un moment, c'est pas possible. SketchUp, un fichier qui va faire je ne sais combien de centaines de mégas, il va pas aimer. Donc déjà, je vous le dis tout de suite, hein, les environnements avec un environnement à 500 mégas, vous oubliez, c'est pas une bonne idée du tout. Mais régulièrement, quand vous allez remplacer un composant par un autre composant et que finalement le composant que vous avez remplacé, vous n'en voulez plus, pensez à le purger. Vous allez créer des matériaux, c'est pareil, un matériau, même si minime que ce soit, il a un poids. S'il sert à rien, il n'a rien à faire dans votre projet, donc vous pouvez le purger. Avant, on faisait comment? Bah, avant, ce qu'on faisait, c'est que il fallait aller dans Fenêtre, Info sur le modèle, Statistiques, et cliquer sur Purger les éléments inutilisés. Alors, soit on connaissait la manip, soit on la connaissait pas. Et ça, il y en a beaucoup qui la connaissaient pas.
Et puis, il fallait penser à le faire. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps. Bah, avec la version 2025 de SketchUp, on a, au moment où on sauvegarde, une boîte de dialogue qui apparaît, qui nous demande si on souhaite purger les éléments inutilisés. Oui ou non. Alors, c'est pas quelque chose d'automatique. On peut très bien demander à ne pas l'avoir, cette fenêtre, hein. Il y a des gens que ça peut déranger. Il y a des gens qui, eux, savaient très bien gérer ça avant et veulent continuer à le gérer comme ils avaient l'habitude de le faire. Dans ces cas-là, il suffit d'aller dans les préférences de SketchUp, général, et aller cocher, demander, ou aller décocher, demander à purger en sauvegardant. En ce qui me concerne, je laisse cocher. Parlons des étiquettes. Alors, c'est un petit peu ça va devenir un running gag, hein, chez Trimble. On avait des calques. Les calques l'année dernière sont devenus des balises, ce qui a fait hurler tout le monde, parce que tout le monde s'est demandé, mais pourquoi on appelle ça des balises? Alors, ils ont bien reçu le message, et du coup, ils ont décidé d'appeler ça des étiquettes. Je suis pas complètement sûr que ça résolve le problème et que tout le monde soit content avec des étiquettes. Moi, je pense que je continuerai à appeler ça des calques, mais en tout cas, c'est devenu des étiquettes. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est juste une histoire de sémantique, c'est pas bien méchant. Euh, Par contre, ce qui va être intéressant, c'est ce qui a été ajouté. Il est désormais facile de changer l'état des étiquettes dans plusieurs siennes d'un simple clic. Je m'explique en 2 secondes, ou en 1 minute. Euh, Tout le monde sait ce que c'est qu'une scène. Une scène, c'est un état du modèle. Hein. On va s'arrêter à une position de caméra avec les axes positionnés d'une certaine manière, avec des géométries qui sont affichées ou masquées, avec des ombres ou pas d'ombres, avec quoi encore, qu'est-ce que j'oublie? J'oublie certainement plein de choses, et l'état des calques. J'oubliais les styles, évidemment, les styles qui sont ultra importants. Et puis, il y a l'état des calques. Est-ce que ce calque est affiché? Est-ce qu'il est masqué ou quoi que ce soit? Et quand on voulait modifier l'état des calques dans les scènes, bah, c'était une sinécure. Il fallait aller dans chacune des scènes, modifier l'état des calques et demander à mettre à jour la scène. Et recommencer après, etc., etc. Maintenant, vous voyez, j'ai deux scènes ici où je n'ai pas d'arbre. Dans ma palette de calques, je suis venu appliquer, ou en tout cas ouvrir l'œil de mes calques. J'ai sélectionné dans ma palette de scènes les scènes qui m'intéressent, donc les 2 scènes que j'ai à gauche. Clic droit, appliquer des étiquettes aux scènes. Au final, mes 2 scènes ont été mises à jour. Et ça, quand on a X scènes, c'est vraiment génial. C'est vraiment un gain de temps qui est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Alors, on va passer aux améliorations diverses. Qu'est-ce qu'on a comme amélioration diverse? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, il y avait une amélioration concernant l'outil déplacé. L'outil déplacé, l'outil Move, vous vous rappelez, hein, quand on prend l'outil Move, on a sur la boîte englobante des petites croix rouges, et quand on venait avec l'outil de déplacement sur les croix rouges, ben, ça permettait de faire tourner de faire tourner les éléments, de faire tourner en tout cas l'élément qu'on avait sélectionné. Cette année, ils ont modifié l'outil de rotation. Donc l'outil de rotation, lui aussi, il se dote de ces fameuses poignées, mais surtout, il va rajouter un point de contrôle au centre de chacune des faces, ce qui va permettre de faire tourner un élément automatiquement autour de son centre. Et ça, c'est super pratique. Je pense notamment quand on fait de l'urba et quand on veut faire tourner un arbre, bah, c'était toujours une galère. Il fallait trouver plus ou moins le centre du tronc, bloquer la rotation autour de l'axe bleu. Bref, il n'y avait rien de compliqué. De toute façon, SketchUp, c'est pas compliqué. Mais c'était fastidieux. Et là, il suffit de prendre l'outil de rotation, hein, on sélectionne son élément, l'outil de rotation, tout de suite, on a la boîte englobante, le point au centre de la face, on n'a plus qu'à cliquer dessus,
et c'est parti, et ça fait les choses, j'ai envie de dire, quasiment automatiquement. Donc ça, petite innovation, petite amélioration, et je pense gros gain de temps. Toujours au rayon des améliorations diverses, pardon, nouvelle gestion des fichiers IFC. Alors, aujourd'hui, on assure une compatibilité quasiment totale, hein, quasi à 100%, avec les modèles issus des logiciels BIM tels que Revit ou Archicad. Alors, quand je dis pas à 100%, on ne doit pas en être très 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 loin. En tout cas, toutes les métadonnées sont pleinement respectées. Toutes celles saisies dans le logiciel d'origine sont visibles, elles sont accessibles dans SketchUp. Et il est également possible d'en ajouter directement dans SketchUp. Alors, pour exemple, ben voilà, là j'ai ouvert un fichier qui provient de Revit. Les utilisateurs de Revit l'auront certainement reconnu, le fameux Rack Basic Sample Project. Euh, dans mon modèle, tout ce qui est importé est considéré comme étant un composant. Et grâce à ma petite palette que vous voyez ici, qui c'est la palette des composants dynamiques, ben, je peux aller choisir n'importe quel élément. Et dans ma liste, je retrouve tous les P7 donc toutes les données hein, de mon élément, là en l'occurrence un mur. Donc je vois de quoi il s'agit, je vois sur quel niveau il est posé, quelle est la base de son élévation, quelle est l'altitude de la base, etc., etc. Bref, je vais pouvoir retrouver toutes les métadonnées de mon élément dans mon IFC et je vais pouvoir en rajouter. Toujours au rayon des améliorations diverses. Oh, un petit outil qui paye pas de mine comme ça, mais qui est bien, bien intéressant, c'est l'outil texte. Alors texte avec sa flèche, moi ce que j'appelle en règle générale l'étiquette. Ça permet en général de venir placer un texte pointant sur un élément et puis bah, de renseigner, de dire plan de travail, marbre, je ne sais quoi, ou bref, ça permet de mettre du texte. Mais par défaut, quand on vient pointer sur un élément, si on pointe sur une surface, il donne la surface. Si on pointe sur une arête, il donne la longueur de l'arête. Si on pointe sur un point particulier, il donne les coordonnées du point par rapport au système d'axe. Mais c'était à un instant T. C'est-à-dire que bah, je venais pointer ma surface, il me disait ça fait 2 mètres carrés. Puis si après je modifiais ma surface, bah, ça restait à 2 mètres carrés. En clair, c'était à moi d'aller dans les stats de ma face, regarder quelle était la bonne surface, et puis de venir remplir à nouveau mon étiquette. Ou plus simplement supprimer l'étiquette et remettre une nouvelle étiquette. Mais en tout cas, elle n'était pas dynamique. Bah, maintenant, c'est fait. L'étiquette est dynamique. Je viens placer mon étiquette, je modifie mon élément, l'étiquette est mise à jour. Donc ça, bah, c'est pareil, plutôt une bonne nouvelle. L'assistant de migration des extensions. Euh, comment dire? Pour toute personne qui utilise des plugins dans SketchUp, je pense qu'il y en a pas mal. Alors pour les gens qui n'en utiliseraient pas, je vais en parler 2 petites secondes. SketchUp, c'est un environnement dans lequel on va retrouver énormément de plugins. Il y a des plugins pour tout. Il y a des plugins pour bah, gérer les IFC. Il y a des plugins pour faire des murs structure bois. Il y a des plugins pour faire de la charpente. Il y a des plugins pour faire des escaliers. Il y a des plugins pour faire tout et n'importe quoi. Des plugins, il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Des plugins qui sont liés à l'architecture, des plugins qui sont liés au CVC, des plugins qui sont liés au design. Bref, on peut tout faire avec SketchUp. Toutes les personnes qui pensent que SketchUp c'est juste un logiciel basique se trompent. Je vous le dis ouvertement, c'est un logiciel qui peut aller très très loin à partir du moment où on a les bons plugins. Et
Le grand problème de ces plugins, c'est que quand on passait avant d'une version à une autre, bah, c'était un peu le drame. Parce que juste le fait de copier ces plugins du dossier plugin de l'ancienne version à la nouvelle version, c'était la pire des choses à faire. C'était le meilleur moyen d'avoir des dysfonctionnements. Et en fait, bah, la nouvelle version, elle nous a apporté ça. Maintenant, si on vient dans le menu extension, on a Migrate Extensions. Si on a des anciennes versions de SketchUp qui sont installées sur le poste, il va les détecter. On va choisir la version depuis laquelle on veut partir. Là, dans mon exemple, c'est la version 2024. Il a détecté que j'avais tous ces plugins-là. J'ai le choix de tous les cocher ou non. Et j'ai juste à cliquer sur Migrate. Et tout se fait automatiquement dans la plus grande transparence possible. Il n'y a aucun problème. Même les plugins payants qui demandaient à avoir un nom d'utilisateur, un mot de passe, ils les installent tout seuls. Pas besoin d'aide. Et ça, c'est tout bonnement génial, quoi. Donc encore amélioration, j'ai presque envie de dire plus qu'une amélioration, c'est une grosse nouveauté pour les gens qui utilisent des plugins. Allez, dernières améliorations, il y en a deux. Trimble Scan Essential, alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un plugin qui permet de modéliser à partir d'un nuage de points. C'est assez génial. Alors là, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est juste cosmétique, mais ils ont mis à jour les outils pour que ça corresponde complètement à l'environnement SketchUp. Ça méritait d'être souligné. Et enfin, pour les utilisateurs de Véret, Véret maintenant est disponible en version 7 pour SketchUp. Voilà. J'en ai fini avec les nouveautés et améliorations diverses. Je vous propose de passer à la démo. Alors, allez, je vais partir de rien du tout. Je vais rajouter un plan au sol. Voilà. Hop. On va faire un groupe parce qu'on travaille correctement. D'ailleurs, lui, je vais le déplacer un peu par ici, voilà. Et puis, allez, on va créer un mur près de notre ami. Hop, on va faire un mur comme ceci, admettons. Voilà. Bon, on va commencer par parler environnement. Donc, vous voyez ici, j'ai une palette environnement. J'ai ici la possibilité de sélectionner des environnements. Voilà. Vous allez me dire, bon, on est complètement dans les nuages. Oui, c'est vrai qu'il y a certains environnements qui sont photographiés à une hauteur qui n'est pas obligatoirement idéale. Il faut bien le reconnaître. Malheureusement, on ne peut pas modifier la hauteur d'implantation du HDRI. Peut-être dans une version future, mais vous voyez, si par exemple je prends ceci, voilà, il faut voir. Si on se met comme ça peut être bien. Si on est là, on voit bien qu'on flotte au-dessus. Bon. En tout cas, si je prends par exemple ce soleil, ou celui-ci, tiens, bon, celui-ci était pas mal. Si je viens dans Éditer, j'ai la possibilité d'utiliser l'environnement comme Skybox. J'ai la possibilité d'utiliser l'environnement pour la réflexion. Ça, j'y reviendrai un petit peu après. Le Skybox, c'est ce qui va faire que non seulement je le vois, mais ça va jouer sur la luminosité de ma scène. Là, on s'en rend pas bien compte, on va le voir si je demande ici à emplacement du soleil couchant. Or, couchant, je ne sais pas pourquoi ils ont dit couchant.
Je ne vois pas du tout pourquoi, soleil couchant. Je pense que ça sera rectifié d'ailleurs dans une prochaine mise à jour. C'est l'emplacement du soleil simplement. Vous voyez qu'il est venu me positionner mon soleil ici. Et là, si je change la position de mon image, vous voyez, mes ombres, elles évoluent avec. Si je change, si je prends un autre, voilà, je vais prendre un autre environnement ici, un autre HDRI, et vous voyez que de la même manière, emplacement du soleil, donc il est venu se placer ici, on voit bien l'emplacement du soleil, et je vais pouvoir jouer sur la position donc, de mon soleil et la position de mon image. Donc ça, c'est plutôt déjà une bonne nouveauté. Si on veut utiliser un HDRI à nous, il suffit de venir ici, le petit plus. Vous allez pouvoir dire, bah voilà, moi je veux aller sélectionner, dès que mon ordinateur me laissera la main. Voilà. Je vais aller dans mon dossier. Est-ce que j'ai mis ça? C'est une grande idée. J'ai peut-être laissé ça dans mes téléchargements. J'ai dû laisser ça. Oui, j'ai laissé ça dans mon téléchargement. Alors tiens, moi je vous parlais tout à l'heure d'images qui pouvaient prendre du poids. Vous voyez que là j'ai deux fois la même image, sauf que j'en ai une qui fait 1 méga 6 et l'autre qui fait 27 mégas. On va voir que si je fais ça, bah là on voit bien. Alors je vais pouvoir de la même manière demander l'emplacement du soleil. Et vu que l'image n'a pas été prévue pour, bah, c'est moi qui vais venir placer mon soleil au bon endroit. Voilà. Et là, vous allez voir que si je modifie maintenant l'orientation de mon image, j'ai bien le soleil qui reste toujours au même endroit. Et donc mes ombres, enfin au même endroit par rapport au HDRI. Et donc mes ombres qui vont varier avec. Si maintenant je demande à prendre l'image de 26 mégas, je vais faire pareil, je vais remettre mon petit soleil au bon endroit, il doit être par ici. J'ai une image qui est beaucoup plus fine en résolution. On voit mieux mes plantations ici. Je dois être dans un champ de maïs. Sauf que ben, mon fichier, il a pris 26 mégas ou 27 mégas de poids. Et c'est un peu beaucoup. Alors 27 mégas, on se dira, bon, c'est pas bien méchant, mais si j'avais pris le même HDRI, pardon, je suis pas au bon endroit, si j'avais pris le même HDRI à 400 ou 500 mégas, ben, j'aurais du mal à faire tourner mon image, enfin ma scène, alors que j'ai deux polygones. Ok, donc ça c'était pour l'environnement. Allez, je vais garder cet environnement-là. On va passer à ce qui vous intéresse le plus, j'en suis sûr. Les matériaux. Si je viens ici dans matière, j'ai la possibilité de me créer un matériau comme ce que vous saviez faire avant. Je vais l'appeler par exemple plancher. Ok. Je vais aller chercher une image. Ok. Et je vais aller chercher ici, j'ai des planches. Alors, on va parler de ce que je vous racontais tout à l'heure. J'ai ici mon image de diffus. C'est ce qu'on mettait avant dans SketchUp. Voilà, si je mets mon image et que je me contente de ça, et que je mets ça ici, voilà, j'ai un truc qui est complètement délirant. Évidemment, je ne suis pas allé au bout des choses. Je n'ai pas donné la taille de mon image. Donc ici, je vais changer la taille. Je vais dire que ça fait allez, 2 mètres. Voilà. Donc là, je vois un plancher avec des planches qui me paraissent être à la bonne dimension. OK. Mais pour l'instant, j'ai ni plus ni moins que ce que j'avais avant dans SketchUp. Je vais rentrer 2 secondes dans mon dossier. Je vous demanderai de ne pas faire attention au bazar qu'il y a sur mon bureau. Voilà. J'ai quoi? J'ai des images en plus. J'ai notamment mes fameuses normales, les normal maps. Ce qui va faire croire
à du relief ou à du creux. Voilà, plutôt celle-ci, moi, qui m'intéresse. Je vais retrouver également l'occlusion map. Donc l'occlusion, je vous rappelle, hein, ce sont les ombres de contact. Et puis je vais retrouver aussi la rugosité. C'est ce qui va montrer à quel endroit mon matériau est lisse ou à quel endroit il est rugueux, il a des aspérités. Ben, tout ça, je vais l'utiliser dans SketchUp. Bon, je pense pas que mon parquet, mon plancher soit métallique. Par contre, je vais pouvoir demander à avoir de la rugosité. Et je vais pouvoir demander ici à ajouter une image de rugosité. Et maintenant, je vais pouvoir jouer sur la rugosité. Alors, là, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Ben, simplement parce que je ne suis pas passé dans l'affichage des matériaux PBR. Là, maintenant, regardez mon matériau, la rugosité. Vous voyez ce que ça change? On le voit bien ici. On a l'environnement qui vient se refléter dedans. Bon, je vais rajouter des normales. On va encore mieux voir les choses. Je vais prendre les normales. OK. Là, si j'approche, regardez bien mes normales. On voit, on voit le joint s'ouvrir ici. Et regardez ce qui se passe si je reviens dans ma palette environnement, si je modifie mon environnement. On a tout l'environnement qui vient se refléter sur mon matériau. Donc ça, c'est génial. C'est un truc qui n'existait pas avant. Et même si on n'a pas de photoréalisme, bah, on a quelque chose quand même qui se rapproche du matériau réel. Enfin, occlusion ambiante, idem, je vais pouvoir rajouter mon occlusion map ici, et je vais pouvoir jouer pareil sur mon occlusion. Voilà, c'est assez léger, mais tout ça fait qu'on a un matériau. D'ailleurs, il faudra que je joue sur la rugosité, il y a certainement plus de rugosité que ça. Ce sont des vieilles planches, mais en tout cas, on voit bien ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, pour tout vous dire, parce que je vois le temps qui passe, je vais rajouter rapidement, je vais rajouter par exemple un matériau. Alors, j'en ai mis sur mon bureau dans mon dossier. Je l'ai pas quelque part? Je l'avais pas. Si, ils sont là, voilà. Voilà, j'avais fait une brique de la même manière. Voilà, on voit bien la brique. Si je, si je prends mon pot de peinture, hop, et ma petite pipette, on voit bien comment elle est faite. Ah, non, c'est pas elle. Voilà. On voit bien comment elle est faite. Il y a de la rugosité, il y a des normales, il y a de l'occlusion, et c'est parfait. Et puis allez, un petit dernier pour la route, et après je vous laisserai poser des questions si vous avez des questions à poser. Je vais quand même vous montrer l'IA. Alors, je vais demander à importer. Est-ce que c'est celui-ci? Ça doit être ça. Je vais importer, voilà, tiens. Je vais aller un peu vite, mais c'est pas grave. Donc,
on voit bien que c'est un matériau qui ne se boucle pas. Je vais aller cliquer ici, puis je vais le laisser faire. Alors, c'est pas toujours parfait. Des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Là, on voit que c'est pas bon, par exemple. Là, il n'a pas su. On commence à ressentir hein, le relief, on recommence à bien même avoir la rugosité, mais c'est pas parfait. Ben, c'est pas grave. Je reclique dessus et je vais le laisser faire. C'est bon, c'est fait. J'ai juste à changer sa taille, dire bah, l'échantillon, il doit faire, je sais pas, 50 centimètres, ou je me rends pas bien compte. Si, ça doit être à peu près ça. Et là, après, bah, si on veut, on peut rejouer sur la rugosité, on peut rejouer sur les normales. Alors, évidemment, c'est un petit peu exagéré. On peut aussi changer le sens des normales, et puis on peut jouer sur l'occlusion, etc. Et voilà, ça marche plutôt pas mal. Écoutez, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro si vous avez des questions à poser. Je vous ai tous perdus. Jean-Christophe? Je suis là. Bah, il y avait une question posée par Thomas. J'ai répondu directement dans la conversation. Ouais. Alors pour info, pour les bibliothèques de matériaux, vous avez accès depuis donc cette version 2025 au 3D Warehouse. Donc ça, vous connaissiez déjà. Ça, je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Mais vous avez accès à des collections, notamment des collections de matériaux. Donc il y a tout un tas de matériaux auxquels vous avez accès, que ce soit du métal, hein, de l'asphalte, du tissu, du cuir, etc. Hier, par exemple, je m'amusais sur un fauteuil. Je voulais mettre du cuir, je cherchais du cuir, et on retrouve le cuir ici. Alors, comme d'habitude, le mieux, c'est de le chercher en anglais, hein. Mais si vous, vous écrivez leather, voilà. On a différents cuirs. Et il suffit de dire download et ça vient le télécharger directement dans notre modèle. On l'a ici. Maintenant, si voilà, je le retrouve ici. Et de la même manière, si je viens mettre du cuir ici, c'est peut-être pas ce qu'on verra de mieux, surtout comme c'est orienté. Euh, Tiens, puisque j'en ai pas parlé, voilà, on a notre cuir qui est ici, et puis si on vient dans éditer, ben, on a la possibilité de modifier les normales. Ça va pas être facile à voir, hein. Ça serait mieux sur un fauteuil. Ça serait mieux sur un fauteuil. Euh, voilà. J'ai un fauteuil ici. Si je viens mettre mon cuir dessus, allez, hop, voilà. Donc là, on va mieux voir hein, le matériau cuir et bah, ce que je disais tout à l'heure par rapport justement à la rugosité, pensez bien à modifier votre rugosité en fonction du matériau. Et puis, pareil, alors là, je sais pas comment il est ce cuir. On peut jouer sur les aspérités déjà en passant par les normales, voilà et, euh, et faire bien attention à la rugosité parce que on peut assez rapidement passer d'un fauteuil cuir qui est déjà, à mon avis, voilà.
qui est déjà, à mon avis, trop, là. Moi, pour moi, il y a certainement moins de rugosité que ça. Ce serait plus comme ça, voilà. Parce que si on met trop de rugosité, enfin, pas assez de rugosité plutôt, bon, on arrive vite à quelque chose qui ressemble à du vinyle plus qu'à du cuir. Donc bien se méfier de ça. Très bien, merci beaucoup, bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir.